Salut Mélanie, comment vas-tu? Salut Matt, ça va très bien, merci. Bah super. Bah écoute, je vais te laisser te détendre. On va donc démarrer dans un instant cette nouvelle session d'investigation avec un sujet encore plus intéressant que les précédents. Je vais te laisser donc te détendre tranquillement et je vais simplement compter à l'envers de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, Mélanie, c'est te détendre. Très paisiblement, très lentement. Et ensuite, à chaque chiffre prononcé, ton état de relaxation doublera. Et quand je vais prononcer un, tout ton corps sera complètement détendu, relâché. 7, 6. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 5, 4, 3. Tu es maintenant parfaitement détendu, parfaitement relaxé. 2, 1. Maintenant, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te rendes au moment où les studios Disney Brothers ont été créés, le 19 octobre 1923. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Mélanie? Euh, je vois que c'est comme si on signait, il y avait des personnages qui signaient en fait, Mhm. qui officialisaient en fait un plan qu'ils avaient déjà élaboré avant. Parfait. Alors, j'aimerais que tu observes uniquement le plan physique, ce que tu observes déjà. J'aimerais que tu me dises quels étaient les objectifs des frères Disney, Walt et Roy, au début de leur projet. Est-ce que c'est eux que tu voyais et avec qui tu étais? Il y a eux, et il y a une autorité légale. D'accord. Euh, leur objectif physique, Mhm. c'est ça? Leur objectif, tout à fait. Leur objectif au niveau physique, Mhm. euh, c'est divertir, divertir. D'accord. Et l'objectif
éthérique ou camouflé? Euh, c'est semer des graines dans les inconscients, surtout des enfants. Mhm. Mais je vois que ça joue aussi sur l'inconscient des adultes. Euh, Ça baisse la garde des adultes en fait en les faisant rire. Ok, très Tu bien. comprends? Ouais, ouais, c'est très clair. J'aimerais que tu me dises si tu le vois inspirer Walt Disney. Si je le vois inspiré, Tout à fait. J'aimerais que tu le regardes lui plus précisément que les deux autres, que cette autorité légale et que son frère. J'aimerais que tu me dises si tu le sens inspiré par une créativité. je vois les deux frères interférer. Mhm. Pas forcément plus l'un que l'autre. D'accord. Euh, mais Lorsque tu me dis oui, qu'ils sont interférés, est-ce que tu peux juste me dire très brièvement ce que tu peux voir comme interférence là qui te vient tout de suite? des reptiloïdes D'accord. Très bien. qui mettent la main Mhm. sur l'épaule. D'accord. Très bien. Est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu ressens par rapport à lui, à ce Walt Disney, par rapport à c'est ça, cette créativité qui a donné lieu à tout ce qu'on a pu connaître nous par la suite. Ce que je vois, c'est que là, en 1923, c'est vraiment acté, Mhm. mais comme je disais, c'était un programme vachement plus ancien. Toute la famille, en fait, des deux frères Ouais. fait partie des familles des sangs noirs. Et les deux frères ont subi des sévices aussi. D'accord. Très bien. Tu m'as dit, vous êtes partie de la famille des sangs noirs? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux détailler? Je connais pas. Euh, c'est, euh, c'est des familles qui sont beaucoup plus sous influence d'entités destructives, on va dire. D'accord. Et tout le complexe familial, en fait, est dedans. D'accord. Très bien. Et c'est comme si dans leur sang, si tu veux, c'est comme si dans leur sang est plus malléable, en fait. Mhm. Très bien. Plus proche de ces entités, plus hybridé. D'accord. Du coup, comment lui sont venues toutes ces idées? Ouais, ils sont inspirés par ces entités-là. D'accord. Très bien. Ok. Mais c'est une très vieille famille hein, Mhm. qui viennent d'Europe. D'accord. Je sais pas pourquoi je vois Ah ouais. Dis-moi ce que tu vois. toute la lignée. Je vois qu'ils viennent d'Europe et peut-être d'Italie, Mhm. Ok. des racines en Italie. Très bien. J'aimerais maintenant que tu fasses un saut dans le temps et que de cette époque où il était en train de signer ce document et la création des studios Disney, j'aimerais maintenant que tu ailles au moment de son décès, le 15 décembre 1966. Va au moment de sa mort, Mélène. Ouais, je vois un vieux Ok. monsieur Très dans bien. une chambre. Ouais. On dirait une coquille vide. Ok, donc du coup, mets-toi du point de vue énergétique, que tu me dises ce que tu perçois. Je vois ses yeux qui sont comme dans. Je peux mettre ma main devant comme s'il me voyait pas, qui regardent dans le vide, D'accord. comme s'il était épuisé. Mhm.
énergétiquement. Je vois des gens de sa famille, ses enfants, ses enfants, ses neveux qui sont euh, pareil, ils sont tous un peu dans le vide en fait, comme s'ils étaient tous un peu absents en étant là. Très bien, essaye de rechercher la raison de tout ça. Pour- C'est Pourquoi ce sentiment d'absence quand... Qu'est-ce qui cause ça? c'est comme si c'était pas grave parce qu'il y avait d'autres sangs de cette famille-là qui continuaient, donc D'accord. les entités qui les manipulent en fait sont pas, ils s'en fichent parce qu'il y a une descendance. On pourra reproduire ce qu'ils ont produit en termes d'interférence avec les avec lui, avec Walt. Ouais, puis il a fait ce qu'on lui demandait, donc D'accord. Il a rempli le job. ouais, il peut s'éteindre. Ok. Très bien. J'aimerais que tu t'intéresses maintenant, toujours du point de vue énergétique, au moment où il sort de son corps. Qu'est-ce que tu vois? Je le vois sortir par plutôt par l'avant du visage. Là. Mhm. Je vois euh, son âme qui est très translucide, comme si elle était, tu sais, épuisée, comme je te disais, Ouais. vidée. Elle Ok. est pas, elle a pas beaucoup de consistance. Très bien. Alors, juste là-dessus et sur ce point-là, c'est quels étaient, qu'est-ce que ces entités-là faisaient sur lui pour qu'il soit aussi épuisé énergétiquement? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Là, tu me parles vraiment d'un épuisement énergétique, presque d'une absence, quasiment de toutes les personnes également de sa famille. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là en termes d'interférence? Comment ça se... C'est comme si en fait les parts humaines de ces gens-là sont éloignées de leur corps et donc du coup c'est les entités qui les possèdent en fait qui sont plus là que elles, D'accord, très bien. tu vois. C'est beaucoup plus clair. Ça marche. Très bien. Et donc, ces sortes d'épisodes de possession, fatigue énergétiquement. À la fin, ça éloigne l'âme du corps, Ok. donc du coup ça, Une, je vois moins l'âme devient moins visible ici. ok, très bien. C'est beaucoup plus clair. Où est-ce que son âme, sa partie énergétique, se dirige au moment où il quitte son corps? Tu le vois partir par la tête, vers la face avant du visage. Comment derrière, vers où va-t-il? Ah, je pressens sa prochaine question. Moi, je le vois réincarné. Je vois qu'elle a été recyclée. Ok. Je la vois pas errer. Mhm. Et puis je la vois vite récupérée et vite recyclée. Recyclé, c'est-à-dire nouvellement réincarné par la suite? Ouais, Ok. Rapidement. rapidement. Ok. Très bien. Toujours dans une posture d'interférer. Toujours dans une posture de famille Ok. au sang noir. D'accord. Très bien. On verra si on a le temps de creuser ce point-là, mais j'irais bien creuser un petit peu ce point, cette famille au sang noir, en tout cas le Tu sais à quoi concept en ça me lui-même. fait penser Ouais, là, ce sang que je sais pas pourquoi ouais, que tu vois. je le vois noir. Ouais, ouais. Ça me fait penser à la dernière session qu'on a faite avec les substances et Mhm. les entités qui vont plus dans certaines substances. Ouais, ok, ça Ouais. marche. Dis-moi, tu pressentais ma prochaine question? Dis-moi. Ah bah c'était est-ce qu'il est réincarné? Ok, très bien. Eh bien non, Mélanie, mais je vais donc te demander de te connecter avec lui par télépathie. Voilà, À je vais quel te moment? laisser aujourd'hui, aujourd'hui.
voilà, au moment que tu arriveras à capter dans l'éther avec lui. Un contact par télépathie. Et Ok. demande-lui s'il veut nous parler. Il peut répondre. Ok, très bien. J'aimerais que tu lui demandes, puisqu'en 1928, il a commencé à travailler avec Hub Eworks, son associé. Il a créé Mickey Mouse avec lui. Pourquoi il a choisi une souris? C'est un animal qui est très très courant Mhm. et moins courant que le rat. Il y en avait dans toutes les campagnes, il y en avait partout, mais le rat a plus un côté dégoûtant. D'accord, très bien. Aucune Et symbolique spéciale en dehors de celle-ci? Du fait alors, que cet animal était présent partout chez les familles américaines de l'époque? je vois que c'était parce que c'était un animal très courant que tout le monde pouvait comprendre. Je vois pas d'autres symboliques D'accord, derrière. parfait. Dans son premier court-métrage, Mickey était à la barre d'un bateau qui était contre tous, en mer. Quel message voulait-il transmettre aux enfants qui l'ont regardé et regardent encore ce passage dont je te parle aujourd'hui? Le premier court-métrage. Euh, Mhm, je vois effectivement cette scène. Enfin, je l'ai jamais vue, mais je pense que je la vois. mhm. Je sais pas, je le vois rigoler. Ouais, tout à fait. Mais Mickey rigole dans cette scène. non, Je l'ai- non, Walt Disney. Ok. Alors pourquoi il rigole? Demande-lui. Bah, en fait, quand je le regarde bien droit dans les yeux, je le vois rigoler et je vois un répondre à une superposition, en fait. Ok, très Alors bien. qu'au début, j'étais avec T'étais avec lui. enfin, Ok, l'incarnation de maintenant. très bien. Reprends Walt en télépathie et qu'aucun interférent ne vienne empêcher le dialogue avec Walt. Quand tu es de nouveau en contact direct avec Walt et non pas ses interférents, on va reprendre. Ça me paraît difficile qu'on ne Ouais, soit pas interrompu puisqu'il est encore complètement bien interféré, ouais. interféré. Ok, très bien. Tu comprends que Ok, il est mais tellement. on va parler avec ces interférents. De toute façon, c'est la même chose. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ce reptiloïde rigole, sachant que c'est exactement ce que fait Mickey dans ce dessin animé Ah bon? et dans ce passage. Tout à fait. Si je me souviens bien du C'est passage. un rire un peu gras, Mhm. mais Mais j'ai envie de rire avec lui. Dis-lui de, dis-lui de me dire pourquoi il rigole. tu sais, c'est un rire qui est toi, il reprend pas sa respiration, il est constant. Ça vaut- Ah là Tu là. vois? Ok, très bien. Pas de problème. Donc tu n'arrives pas à ce moment-là, même avec toi, tes perceptions, Mélanie, sans passer par eux, sans passer par ce contact télépathique, qu'est-ce que tu vois, toi, comme message qui a Alors moi, voulu être transmis dans cette ce scène? que je ressens, c'est que c'est un paradoxe d'être contre le courant et de rire en même temps. En fait, ça crée une confusion en fait chez les gens. Mhm. Ok. C'est justement ça, c'est quelque chose de pas clair et quand on comprend pas, souvent on zappe l'information. Mhm. Très bien. Ok. Donc ça, c'était avec tes perceptions. Essaye de reprendre le contact télépathique avec Walt et vois ce que il nous répond à cette question. Est-ce qu'il s'est arrêté de rire, le reptiloïde? Non. Ok. Très bien. On va passer à la question suivante. Laisse-le rigoler dans son coin.
J'ai eu ce qu'il me fallait par ton propre ressenti. En 1930, il sort la première bande dessinée de Mickey Mouse. Est-ce qu'il existe des différences par rapport à ce court-métrage entre la toute première bande dessinée de Mickey Mouse et ce tout premier court-métrage? Différence. Alors c'est pareil, hein, je lui demande pas forcément à lui, Ouais. mais c'est ce que je ressens. Euh, Ce que je ressens, c'est que la BD, ça avait pour but en fait de diffuser l'information, mais il fallait que les gens ensuite ils s'intéressent au court métrage, parce il y a la dimension acoustique dans le court métrage qui est importante pour leurs objectifs. Ok, d'accord. Très C'était bien. de la pub. C'était de la pub. Ok, j'allais te poser la question. Quel était l'objectif de cette musique? La pub? Non, non, la Non? BD, c'était de la pub. D'accord, ok. Très bien. Pour que derrière, on se mette à regarder les courts-métrages. Mm. Ok, très bien. Est-ce que tu vois un objectif ou un message différent qu'il voulait transmettre donc par rapport au court-métrage? Donc ce but de publicité pour le court-métrage. On est toujours là-dedans. Est-ce que tu vois autre chose comme objectif ou message différent à l'intérieur de cette BD, hormis ce côté pub? Pour moi, c'est le même message entre la BD et le court métrage. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, par la suite, il décide de mettre avec Mickey Mouse une petite amie, Minnie, dont le nom complet est Minerva. Y a-t-il une raison particulière pour le choix de ce prénom? Euh, c'est pareil, je lui demande pas à lui, hein, c'est ce que je perçois pour abaisser la connotation de la femme, pour la pervertir, pour la rendre négative en fait. D'accord. Très bien. Pourquoi il a décidé de donner une petite amie à Mickey? Ah, parce que pour travailler sur les chakras sacrés et racines des enfants et des gens. Par quel moyen? Par quelle méthode? Euh, ben, euh, Puisqu'il a une petite copine, ça développe en fait énormément d'émotions Ok, chez les enfants, chez les gens. d'accord. Très bien. C'est ça fait une autre dimension en fait, la dimension sexuelle amoureuse. Ok, c'est très clair. En 1931, il a défini les traits de Pluto, le chien de Mickey. Pareil, je vais te demander de me dire pourquoi ce prénom, Pluto. Je vais demander à lui. Ouais, Alors, ce que je comprends, c'est que euh, c'est euh, c'est pour créer une distorsion dans la fidélité en fait, pour qu'on puisse pas compter sur la fidélité. d'accord. Très bien. Sur Effectivement, la, le symbole du ouais, chien, ami fidèle. ouais. Ok, très bien. Ok. Mais donc pourquoi ce prénom? Il y a donc cette symbolique à l'intérieur de la prononciation et du mot Pluto. Ça, il ne répond pas à cette question-là précisément. À ce point-là. Pourquoi ce prénom? Pourquoi plutôt? Ouais. Ça me renvoie à ne pas avoir confiance dans la fidélité. C'est étrange. D'accord. Très bien. On va pas aller plus loin, puisque c'est lui qui y répond. C'est sa réponse. Aucun problème. Est-ce qu'il avait des objectifs lorsqu'il a mis en place toute l'œuvre de travail à laquelle il a donné son propre nom? Est-ce qu'il avait des objectifs spéciaux à ce moment-là?
En fait, c'est ces interférents qui avaient des Mhm. objectifs à travers lui. Alors dis-moi, les objectifs Lui, des interférents. Oui, c'était c'est une marionnette. c'est la marionnette. Ok, très bien. Ça c'est très clair. C'est éduquer les futurs parents. Parce que les enfants, la génération qui a regardé Walt Disney, qui continue, hein, mais surtout à cette Mhm. époque-là, c'était des parents en puissance dans le futur. Et en fait, c'était l'objectif principal, c'était de qu'ils consentent en fait euh, à des déviances d'éducation. D'accord, très bien. Qui consentent à des nouveaux paradigmes d'éducation en fait qui sont pervertis, Qui effectivement clairement. n'était pas le cas à cette époque-là. Très bien. Et en fait, il a standardisé la perversion. Mhm. Tout à fait. Bah, j'allais te demander si les objectifs qu'il avait fixés par ce projet avaient été atteints et je pense qu'on peut tous le constater par nous-mêmes aujourd'hui. Ok, très bien, très bien. Alors bah, je vais quand même te demander de voir de ton côté ce que tu perçois dans cette ambiance hypnotique sur la manière dont ils ont été atteints, ces objectifs. Les objectifs ont été dépassés, ont été atteints, ont été... Alors, oui, oui, ça a été pleinement atteint. On va dire sur une grosse majorité des gens, mais pas D'accord. tout le monde. Hein. Mais c'est comme si ça avait euh, per- permis, par exemple, d'abaisser la norme sexuelle de l'enfant. Je sais Mhm. pas si Mhm. tu comprends. Ah ouais, bien sûr. Euh, c'est comme si aussi ces enfants qui ont regardé énormément de Walt Disney, en fait, peuvent rire de la sexualité précoce de leurs propres enfants Mhm. sans que ça les atteigne, en fait. Ouais, ok. Euh, En fait, de ridiculiser des choses qui devraient pas l'être. Mhm. Donc oui, les objectifs, euh, de ce que je vois, ils sont plutôt satisfaits de leur programme. Ok, très bien. J'aimerais maintenant que tu me dises si au moment où tu es en train de lui parler, est-ce qu'il a un corps physique sur Terre? Oui, Très bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en vois? je vois un gosse blondinet. Ok. Quel pays? Je Quel dirais continent? comment Quel continent? Europe Ok, du Nord. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des secrets qui ont caractérisé sa vie et qu'il voudrait partager avec nous? Plutôt s'adresser aux reptiloïdes. Mais est-ce qu'ils ont des secrets qui ont caractérisé la vie de Walt et qu'ils voudraient partager aujourd'hui avec nous? Ce seront plus secrets. Il a été, il a subi des sévices. Ok. Et, Quand il était plus jeune, comme je c'était ce disais, que toute tu sa voyais. famille, ouais, Ok. oui, Quel genre de sévices? des viols, de la torture. Ok. Eh ben c'est joyeux tout ça, très bien. Alors, est-ce qu'il a un message à laisser pour ceux qui nous écoutent? Ou à ceux qui travaillent encore dans sa multinationale à l'époque, qu'il avait créée? Ou à quelqu'un qui lui est cher, et qui lui était cher, lors de son vivant? Éloignez-vous des médias. Ok. Et là c'est lui qui parle, tu sens que c'est lui qui parle, Mm. sans Parce que interférence? j'ai poussé, Ah ok, super. il est, euh, il est attristé. En fait, plus tu l'éloignes en fait de son interférence, c'est comme s'il reprenait un peu, euh, Conscience. ouais, c'est ça. Ok. Mais il est dévasté. Prends une petite seconde. Je sais que tu sais comment faire, Mélanie, mais pour l'aider à réélever un peu ses vibrations,
pendant le moment où tu es en train de lui parler, si tu le souhaites toi-même. Lui redonner un peu de... En fait, il pleure tellement, toi, je suis obligée de lui prendre la tête et qu'il regarde mes yeux. Ok. Et je lui transmets toute l'info qu'il peut se libérer lui-même. Mais il a tellement l'entourage aussi qui est... Ouais. On va pas s'attarder plus longtemps de toute façon. Remercie-le. Merci également à toi, Mélanie. Et je vais te demander de te déconnecter totalement de lui à présent et de tous ses interférents. Tu reviens dans le présent, sur ton lit, toujours dans cette ambiance hypnotique. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment de la création de Mickey. Cette fois-ci, tu restes sur le plan énergétique. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois. Lorsque Walt et Hub créent Mickey. Quand il dessine Quand il... ou ce que ça fait quand les gens le regardent. Non, quand il dessine, quand il décide de créer Mickey, le personnage. Sa main est manipulée. D'accord. Et en fait, les mouvements qu'il fait, ça imprègne en fait, pas que sur le papier, ça imprègne des données éthériques sur le papier. Et Ok. c'est comme si ces données, je veux pas dire qu'elles se diffusent de manière uniforme, pas du tout. Il faut qu'il y ait un récepteur. Et les récepteurs, ça va être les gens qui vont regarder, mais les gens qui vont vraiment regarder avec attention et qui vont faire naître certaines émotions en même temps qu'ils regardent. C'est ça qui va créer le lien entre le dessin et eux. Ok. Très bien. J'aimerais maintenant que tu te rendes dans une salle de projection du court-métrage dans lequel Mickey était à cette barre de ce bateau, juste avant la projection. Je vais te dire, Mélanie, une information supplémentaire. Pour l'avoir visionnée moi-même, cette vidéo, elle est extrêmement... C'est pas malsaine. Ça tord le bide un peu. Ça te met dans une ambiance extrêmement étrange. Un malaise. Voilà, tu as trouvé le mot que je cherchais. J'ai jamais vu cette scène, mais je vois que c'est comme si ça... Tu sais, quand je disais ça crée de la confusion, puis ce rire incontrôlé, en fait, où tu sais pas où t'es, où tu peux pas t'arrêter. Et ben, je te dis, c'est cette émotion-là qui fait que ça crée un lien avec ce qu'ils veulent implanter chez les gens. Mais il faut qu'il y ait cette émotion-là. D'accord. Et il faut qu'il y ait l'attention des gens, c'est comme je disais, émetteur-récepteur. Ouais. C'est très Mais c'est comme un truc désagréable. Moi, ça me donne l'impression que ça serre le bide des gens. Ouais, et ben on va regarder ça de plus près, Mélanie. Je vais te demander maintenant d'observer un enfant dans cette salle qui regarde ce court-métrage qui passe devant toi également. On dirait que ça lui tord la... Alors, avant même que tu regardes exactement le moment où il est en train de visionner le film, j'aimerais que tu ailles au moment précédent le visionnage du film. J'aimerais que tu me décrives comment tu le vois. Je vois tout à fait la différence entre l'enfant qui est tout excité, où toutes les énergies circulent bien, où tu vois, ça papillonne, ça pépite. Et au moment où il regarde ça, il est pris comme dans un maelstrom, ça lui serre en fait les énergies, comme si ça essorait en fait la colonne vertébrale. D'accord, et maintenant j'aimerais que tu ailles, lorsqu'il a fini de visionner l'entièreté du court-métrage, lorsqu'il rentre par exemple chez lui, que perçois-tu ? Beaucoup de confusion et une empreinte en fait de cette torsion tout au long de la colonne. D'accord. Et a beaucoup de mal à retrouver son état initial avant le film. Il y a une empreinte. Ok. Très bien. Et après, il n'y aura plus qu'à
n'importe quel élément, enfin, il y aura Mhm. beaucoup d'éléments déclencheurs qui pourront le remettre instantanément dans cet état de mal-être. Ok, c'est extrêmement clair. Et c'est très intéressant. Et en plus, c'est comme si cet état de mal-être, au lieu de l'avoir soi-même, il préférait le faire à quelqu'un d'autre. Comme ça lui, il ressentait moins son mal-être. D'accord. C'est très vicieux. Ouais, ouais, je vois. Je vois. En 1932, Fred Spencer, en accord donc avec Walt, dessine une série de planches de dessin intitulée Mickey Mouse Chapter. Une série totalement inconnue dans la plus grande partie du monde, publiée uniquement dans un magazine maçonnique. Dans cette série, seulement 3 planches de dessin ont été récupérées. Dans la première, Mickey Mouse devient un maçon. Qu'il y avait-il dans les autres planches de dessin qui ont disparu? Dans le premier épisode de ces planches de dessin, Mickey devient maçon. Il y a d'autres planches. J'aimerais que tu ailles voir, Mélanie. J'en vois une deuxième où c'est comme si il apprenait beaucoup de mystères, comme s'il était étudiant, mais je sais pas, ça me renvoie aussi à Pyramide, comme s'il étudiait à l'école des mystères. Mhm. Et une Ouais, histoire là-dessus. ok. Mystère. J'aimerais que tu creuses un Ouais. peu. Qu'est-ce que tu vois à travers ces mystères? C'est quoi? C'est des sciences occultes? Ouais, il y a de la méditation, il y a comment développer l'énergie de son corps, Mhm. euh, comment avoir du pouvoir aussi sur les autres. Mhm. En fait, tout ce qui est lié euh, aux échanges énergétiques invisibles. D'accord. Très bien. Je vois ça. Mhm. Et je voyais la troisième, mais je l'ai perdue. Je te laisse prendre le temps d'aller la chercher, cette troisième planche, et de la regarder. Ah, c'était quelque chose. C'est pour ça, au début, je voyais ça, le cosmos, les étoiles. Ok. Je vois je vois Mickey Mouse apprendre des choses sur les vortex dimensionnels. D'accord. Très bien. Ok. Et une histoire là-dessus, ouais. Ouais. Mhm. Pourquoi ces planches ont disparu? C'était c'était pas le moment pour les dévoiler. Elles ont pas disparu, enfin, Oui, oui. Elles existent mm, toujours, mais elles n'ont pas été publiées. Ok. mm. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait devenir Mickey maçon dans cet épisode? Ah, pour stimuler les gens à s'engager dans la maçonnerie. Mhm. Pour quelle raison? C'est un coup de pub pour la maçonnerie. Très bien. C'est plus il y a de maçons, mieux c'est. Mhm. Ok. Quel était le message intentionnel subliminal qui était délivré avec ces planches de dessin, qui n'ont donc pas été publiées? Ah, tu parles pas Ouais, de celle qui n'était pas publiée. tout à fait. En fait, même celle qui a été publiée, je sais que c'était de la pub, mais c'est aussi une sorte d'amusement en fait pour l'auteur. Euh, et celle qui était pas publiée, leur objectif, euh, c'était aussi un peu la promotion, mais c'était trop tôt en fait. Et puis ils n'étaient pas sûrs de pouvoir bien contrôler, alors que le côté maçon, comme on s'engage, on s'initie, en fait, on a tout de suite le contrôle sur les nouveaux adhérents. Mhm. Alors que ceux qui s'intéressent au vortex dimensionnel ou alors aux échanges d'énergie, il peut y avoir plus d'électrons libres en fait, et Ok, plus de découvertes fortuites, d'accord. individuelles. Ah ouais, je comprends très bien. J'aimerais maintenant que tu me dises de manière plus générale, est-ce que les œuvres de Walt Disney comportent des valeurs qui sont transmises à l'intérieur de ces œuvres? Qu'est-ce que tu vois comme valeur?
Alors moi, ce que je vois, c'est un peu le côté iceberg. En surface, en fait, il y a Mhm, des valeurs douces que le conscient comprend et qu'on peut mhm, échanger en famille, mais ça, c'est le 10%. Et en dessous, il y a les 90% d'inversion ouais. des valeurs et qui sont subliminales. Donc, Mhm, consciemment, on peut pas en discuter avec sa famille mhm. puisqu'on les comprend pas. Mais c'est ça le plus gros, en fait, des programmes, c'est ces 90% inconscients d'inversion des valeurs. D'accord. Très bien. J'aimerais que tu essayes de regarder plus précisément cette inversion de valeur et comment ça se retranscrit. Il y a la musique qui est importante. Depuis tout à Ouais. l'heure, j'entends ça aussi. C'est comme s'il y avait des boucles dans la musique, en fait, à certaines paroles, en fait, et ça Mhm. impactait certains mots qui rentrent plus dans l'inconscient. Ok. Très bien. Tu sais, avec des musiques prenantes et tout, et Mhm. j'entends comme le rire tout à l'heure, ça reste comme une ambiance autour Oui. de toi. Et tu restes, enfin, ça reste dans la tête. Mm. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes quels impacts ces différentes valeurs ont sur le plan mental pour les enfants. Euh, c'est comme si ça les baignait dans un monde virtuel, de valeurs virtuelles. Mhm. Euh, Par exemple, la femme est en dessous de l'homme, on peut pas faire confiance aux autres, on peut rigoler de tout, ce genre de choses. D'accord. Ok. C'est parfaitement clair, On peut Mélanie. rigoler des malheurs des autres Ouais. aussi, c'est important ça. Ok. Et il y a une grosse Mhm. notion aussi de l'argent. L'argent, c'est important. Ok. La réussite sociale, c'est important. Le regard des autres aussi, c'est Ouais. important. Vas-y, Il y a vas-y. beaucoup de... Liste-les-moi toutes celles qui te viennent, là, Mélanie. Liste-les-moi. Le regard des autres, c'est important. Euh, on est quelqu'un que parce qu'on relationne avec les autres. Il n'y a pas il y a pas de recentrage en fait sur soi et d'introspection. C'est tout par rapport au regard de l'autre. D'accord. Et la peur d'être ridicule. Et puis ce que je trouve malsain, c'est ce que je vois là, c'est vraiment rigoler de quand quelqu'un se blesse, on rigole. Mhm. Mhm. Ah ouais, je vois exactement ça. Ça avait pu m'interpeller à titre personnel, ce genre de choses dans les dessins animés déjà. Et le pire, c'est que soit ils guérissent très vite, soit ils n'ont pas de plaie extérieure, Mhm. mais ils occultent totalement la souffrance psychologique d'une chute, d'un trauma ou quand on rigole. Ouais, ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, Mélanie? La condition des féminines aussi. Ouais. Ouais, bah, faut qu'elle soit belle, tu vois. Mhm. Ah ouais. Faut qu'elle ait un mari, Mini. Ça marche. Ok. un mini-jupe, enfin, tu vois bien. Mhm. Les talons. La femme, quoi. Ok. Ça marche. Et bah c'était super. Je te remercie pour toutes ces informations, Mélanie. Merci. Cette session est donc maintenant terminée. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et quand je prononcerai 3, tu seras totalement et complètement revenu dans le présent. Complètement déconnecté de tout et de tous et de cette session. 1. Tu vas maintenant te déconnecter de tout et de tous, Mélanie. Ton esprit est en blanc. 2. Tu élèves maintenant tes fréquences à leur niveau
idéal. Une sensation agréable de bien-être parcourt tout ton corps. Ta confiance en toi augmente en permanence et tu te sens de mieux en mieux. Et à 3, Mélanie, tu es parfaitement dans le présent, parfaitement ajusté, parfaitement équilibré. Et Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.